224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin dans l'émission Le débat face à face sur 224 TV, la première télé web guinéenne et africaine d'Égypte. Oui, Face à face est une émission qui nous aidera à mieux déchiffrer toutes les actualités de la communauté guinéenne et les fléaux qu'elle confronte. Face à face est une émission dans laquelle nous allons traiter toutes les actualités politiques, éducatives, économiques, culturelles et sociales guinéennes afin de trouver, bien évidemment, en exclusivité, une issue favorable pour notre chère patrie, notre chère nation, la République du Guinée. Nous avons comme mérite ce matin le trafic humain. Comme vous le connaissez bien, c'est une pratique qui est très expansée dans le monde arabe. Le trafic humain, dans son sens réel, c'est une forme d'esclavage moderne qui implique de recruter, de transporter et de loger des personnes ou d'exercer un contrôle ou une influence sur les mouvements afin de les exploiter, généralement à des fins de travail forcé, voire même à des fins sexuelles dans un autre contexte. Bien, nous avons comme deuxième thème le dernier communiqué du Conseil des Guinéens d'Égypte en date du 30 mars 2023, dans lequel il dit que toutes les plaintes liées à cette pratique ne seront plus traitées en son sein, mais plutôt par la police égyptienne compétente en la matière. Chers téléspectateurs, nous avons comme invité ce matin notre invité, s'il faut dire, notre invité emblématique, notre invité de parcours, notre invité de marque, M. Djibril Touré, premier secrétaire en charge de la gestion conflictuelle au sein du Conseil des Guinéens d'Égypte. Il va nous livrer ce matin ce qui a réellement motivé cette décision du Conseil des Guinéens d'Égypte, mais aussi il va nous parler comment il parvient à gérer certains conflits au sein de notre société guinéenne sur le sol égyptien. Donc, nous avons bien évidemment nos chers chroniqueurs ce matin. Il s'agit bien sûr de M. Mamadou Meti Bari et M. Fadil Kamara. Bonjour M. Meti. Bonjour. Bonjour M. Fadil Kamara. Bien, nous allons commencer justement avec vous sur ce sujet-là. Vous connaissez, ça fait des années que le trafic humain ou exploitation de l'homme par homme s'intensifie de jour en jour dans le monde arabe. Que pensez-vous, M. Bari? Bien, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être à ce plateau de cette émission Face à Face sur 224 TV pour justement parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet très important et c'est devenu maintenant un fléau pour notre communauté ici en Égypte. Bien. Parce que les résultats que ça donne, c'est vraiment très déplorable. Bien. Et il y a même des morts d'hommes et il y a même maintenant ce trafic-là est vraiment très néfaste dans notre société ici en Égypte. Tout à fait. Donc, de ce fait, ce problème, qu'est-ce qui est fait? On va aller vers nos autorités, à savoir l'ambassade ici en Égypte et aussi le conseil, pour savoir effectivement qu'est-ce qui est fait pour empêcher justement ces genres d'activités ou ces genres de business sur des êtres humains sur des êtres humains. Donc, de ce fait, nous allons ensemble débattre sur ces questions et avec notre invité, on va lui poser des questions et le problème reste la même. Donc, ils ne informent jamais les personnes qu'ils envoient, qu'est-ce qu'ils les envoient faire ici en Égypte. Donc, le problème reste là à ce niveau-là parce que la personne qui se trouve en Guinée ne sait jamais qu'est-ce qui lui attend ici une fois en Égypte comme travail. Donc, ils pensent que le travail de ménage là-bas, c'est limite juste de travailler de 8 heures jusqu'à 12 heures et tu te pars te reposer et revenir le lendemain. Non, c'est pas ça ici, c'est autre chose. Tu travailles à peu près 24 heures sur 24.
Donc, c'est un peu ça. Et nous allons ensemble essayer de dénoncer et de faire le maximum qu'on peut pour réveiller les esprits et les consciences de nos chers compatriotes. Merci, M. Mitibari. Si je comprends bien, vous condamnez extrêmement cette pratique. Évidemment, évidemment. Parce que c'est une pratique, il faut bien souligner que ça se pratique pas seulement ici en Égypte, mais plutôt dans le monde entier. Mais vu que le monde arabe est reconnu par cette pratique, raison pour laquelle nous nous focalisons aujourd'hui uniquement sur l'Égypte, parce que nous vivons donc sur ce sol égyptien. Donc merci très infiniment pour cette brillante intervention. Nous allons passer par M. Fadil qui va donner son avis par rapport au sujet. M. Fadil. Face à ce sujet, je suis sidéré. Pourquoi? Très mécontent. Ah bon? Parce que si vous reprochez à ces bourreaux, oui, ce qui les pousse à faire cet acte, ils disent que c'est une business. Donc affaire. Toi, tu te portes comme défenseur de ces bourreaux. S'il vous plaît, je ne les défends pas. Mais je suis contre le système que ceux-ci-là sont en train de faire. Parce que déjà, quand vous prenez l'idée de la chose, le trafic humain, les gens pensent que le fait que la victime soit consentante d'être là, s'embarquer dans l'avion, venir pour travailler pour la personne, parce qu'au préalable, quand vous leur demandez, ils vous disent qu'elle a été informée d'avance. Elle sait que c'est le travail qu'elle est en train qu'elle va venir faire ici. Elle sait qu'à travers de ce travail, elle doit rembourser ce qui a été investi sur lui. Donc, on pense que le fait que la victime soit consentante, donc, de ce fait, il n'y a aucun problème. Alors que le trafic, dans sa définition, précise et dit que même si la victime est consentante, le fait de le déplacer d'un point A vers un point B, dans le but de le faire travailler, ça devient automatiquement déjà une infraction. Mais si on n'informe pas, écoute, si on n'informe pas la nature du travail. Monsieur Fallou, oui. Quelle que soit la nature du travail, moi je considère même ce trafic comme un briseur de rêve. Parce qu'il y a ces filles qui se déplacent de chez nous pour venir travailler ici, en Égypte. Ces filles-là, vous allez voir, il y a certaines parmi elles qui avaient déjà la situation en Guinée. Elles pensent que quand elles vont s'embarquer dans l'avion pour venir travailler ici, il y aura une grande différence par rapport à la rentabilité économique. Imaginez quelqu'un qui travaille, elle perçoit. Quelqu'un qui travaille, la fille qui travaille, elle perçoit par exemple une rémunération mensuelle d'1,5 million. Et que vous leur déplacez pour venir ici, faire un travail très pénible avec une rémunération minime qui n'est même pas comparable à ce qu'elle gagnait au pays. Mais son rêve est brisé. Imaginez à quel moment celle-là peut se récupérer, faire une bonne économie pour continuer de l'avant. Donc, au préalable, elles ne sont pas informées. Donc, moi, je pense que cette situation, certes, ça a perduré, mais par endroit, il y a une implication inerte de l'autorité face à ce combat. Parce que vous ne pouvez pas brandir des décisions. Vous dites que moi, il y a ceci, cela. Donc, le fait que moi, je considère cette décision comme un aveu de faiblesse. Parce qu'au préalable, ça devait être pris. Mais si vous restez jusque-là et que vous ne faites rien et que la situation s'empire, au finish, vous dites que vous ne traitez aucun sujet lié à cela. Donc, ça va être un aveu de faiblesse par endroit. Donc, c'est un peu ça. Mais ils ont précisé dans leur communiqué. Donc, notre invité va intervenir tout à l'heure sur ces communiqués du Conseil des Guinéens d'Égypte. Nous l'attendons. Voilà. Donc, merci pour cette brillante intervention. Mais il faut savoir aussi que cette pratique a une cause bien déterminée. Bien sûr. En plus de ce que dit mon collègue, mon cher collègue Fadil, sur justement ces conséquences-là, des fois aussi, ça peut être des conséquences de maladies, soit des maladies physiques ou des maladies mentaux. Parce qu'on a vu qu'en réalité, ici en Égypte maintenant, on peut même se rencontrer avec des sœurs qui ont perdu justement leur santé et qui étaient en bonne santé en Guinée. Mais à force de venir ici travailler, imagine, tu fais travailler une personne durant 30 jours, et qu'on paye à cette personne-là son salaire et qu'elle ne voit même pas le salaire. C'est une autre personne qui vient derrière récupérer le salaire et la donner une miette de somme pour qu'elle puisse se servir de cette somme-là. Parce que la personne qui l'envoie vise plus son business et comment avoir son argent que même de la vie de l'être humain qui est là. Le hic dans tout ça, monsieur Miti, le hic dans tout ça, on s'en fiche de la personnalité de la personne. Qui vous tombez malade, c'est pas leur affaire. Et ce qui les intéresse,
c'est l'investissement qu'elles ont fait sur vous. Maintenant, imaginez un instant, cette personne qui vit sur laquelle toute la famille comptait, quitte de chez lui, vient jusqu'ici, et que on le soumet à une activité dont sa corporation physique n'a pas l'habitude. Maintenant, au fil du temps, les deux maladies que vous avez soulignées sont des maladies récurrentes chez ces filles-là. La maladie morale et la maladie physique. Et surtout, au point de vue moral, vous allez voir quelqu'un qui a l'habitude de grandir, n'est-ce pas, en économie, qui a l'habitude de toucher des fortes sommes et qu'elle se trouve dans un enclos, où elle ne peut même pas faire de mouvement. Ouais. Donc, elle est hermétiquement enfermée, elle se sent dans une prison. Parce que j'ai même vu qu'il y a on a concocté des informations autour de ces filles-là. Ces filles-là, on m'en a parlé une. La personne, on l'a fait venir, on l'envoie au boulot. Maintenant, celle qui l'a fait venir récupère 3 mois de salaire, 3 mois de rémunération dans les mains de la dame. En avance. En avance. Et la fille travaille ces 3 mois-là. Elle ne mange pas bien, elle ne dort pas bien, parce que vous ne dormez pas en temps partiel. Oui, bon, ça c'est une conséquence. C'est en fonction de la volonté de la dame. Maintenant, imaginez tout ça là, avec tous les aléas qui tournent avec, qui vont avec. Vous voyez? Donc mais il faut souligner encore que les démarcheurs aussi ont leur part dedans, parce que quand ils envoient les filles au travail, ils ne s'inquiètent pas de leur situation. Donc, tout ce qui leur intéresse, c'est leurs petites sommes-là qu'ils obtiennent donc des filles. 500 livres, 1000 livres parfois, et les dames aussi leur donnent une somme donc, allant jusqu'à 3000 livres, 2000 livres, 2500, voire même. Donc, quand ils envoient les filles au travail, ils ne s'inquiètent pas de leur situation. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Comment leur patron les traite? Donc, c'est un point très, très important à souligner aussi. Donc, nous avons comme la cause réelle, les causes réelles de cette pratique. Il ne faut pas oublier aussi la pauvreté, l'extrême pauvreté aussi est une cause de cette pratique. Exactement. Donc, le chômage dans notre pays et le manque d'éducation aussi. Parce que si nous prenons l'éducation, le plan éducatif de notre pays, donc c'est-à-dire les illettrés sont beaucoup nombreux que donc les lettrés. Surtout dans le rang féminin. Donc, c'est ce qui pousse certaines familles à livrer leurs filles, donc de venir faire ces pratiques dans le monde arabe. Moi, je pense qu'on peut amputer cette responsabilité à l'État. L'État n'est pas dédouané dans cette affaire. Parce que vous imaginez seulement, au point de vue ressources, la Guinée est une mine d'or, s'il faut la qualifier ainsi. Tout de suite, lorsque les autorités actuelles étaient venues au pouvoir, après avoir restructuré les activités minières, dans les premiers 90 jours, les premiers trimestres, n'est-ce pas, de 2022, la Guinée, après avoir obligé les sociétés minières de respecter leur engagement vis-à-vis de l'État, la Guinée a fait, n'est-ce pas, un recouvrement autour des taxes de près de 12 000 milliards de francs, 12 000 milliards. Ok? Maintenant, imaginez, ce montant faramineux peut servir, n'est-ce pas, à l'État guinéen de faire face aux préoccupations des citoyens, de ne pas permettre à toi, lui, moi, de sortir du pays pour venir ici, pour quelque raison que ce soit, si ce n'est pas dans le cadre des études. Parce qu'il faut mettre un accent particulier sur la ressource humaine. Nous, qui sommes là, dans le cadre de la formation, après notre formation, on doit penser à se retourner au pays pour servir notre pays. Mais s'il se trouve par endroit, cette ressource humaine n'est pas entretenue. Les filles dont vous parlez, les 90% des filles que nous rencontrons ici, en majeure partie, sont des filles illettrées. Elles ne savent pas c'est quoi mon droit, qu'est-ce que je dois entreprendre pour que mon droit soit respecté, et quels sont d'ailleurs les tours et les contours que je dois faire afin que ceci-là soit garanti pour moi. Vous voyez tout ça là? Donc, elles se retrouvent ici dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés, et parfois même, ceci va leur pousser à faire n'importe quoi, parce que nous sommes en étranger, ce n'est pas facile. Oui, merci très infiniment pour ces différentes interventions. Nous sommes pratiquement à la fin de la première phase. Nous allons revenir tout à l'heure, après donc la publicité. Je vous remercie.
224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte. C'est terminé, l'équipe de la JUDEF a remporté la finale de la deuxième édition du tournoi de la Basse-Côte, dénommé la Fraternité. Sensationnelle et historique, vraiment elle vient de conserver ce titre. Elle a confirmé face à une équipe, l'état de grâce. Ces joueurs ont vibré tout le stadium de Demerdache d'Abou Taleb. Chère communauté guinéenne d'Égypte, célébrons ensemble cette joie historique avec l'équipe d'AJUDEF. Ce fut une grande finale. « 224 TV, ensemble au cœur du football guinéen et africaine d'Égypte. » 224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte. Chers téléspectateurs, rebonjour. Comme je vous avais annoncé au préalable que nous aurons un invité emblématique, un invité de parcours, un invité de marque, s'il faut dire, M. Djibril Touré, premier secrétaire en gestion des conflits, des conflits au sein du Conseil des Guinéens d'Égypte. Comme vous le savez tous, le bureau du Conseil des Guinéens d'Égypte a rendu public un communiqué à peu près un mois et quelques dans lequel il décline catégoriquement toutes les plaintes liées à cette pratique, bien évidemment le trafic humain. Il dit quoi? Aucun cas de plainte ne sera traité au sein du Conseil des Guinéens d'Égypte, mais plutôt par la police égyptienne. Donc nous sommes en direct avec le premier secrétaire chargé en cette tâche, M. Djibril Touré, qui va nous parler ce qui a réellement motivé la décision du Conseil des Guinéens d'Égypte, mais aussi comment parvient-il de gérer certains conflits au sein de notre société. M. Djibril, bonjour. Bonjour M. Faro et bonjour à toute l'équipe. Bien, comme je viens de dire dans mon introduction, que le bureau du Conseil des Guinéens d'Égypte a rendu public un communiqué dans lequel il décline toute plainte en lien avec le trafic humain, mais plutôt c'est la police égyptienne qui va s'en charger, le traitement de ces différentes plaintes. Que pensez-vous et qu'est-ce qui a réellement motivé donc, cette décision du Conseil des Guinéens d'Égypte? Ok, merci beaucoup M. Faro de m'avoir donné la parole. Vraiment, je suis vraiment très content de vous, d'être avec vous ce matin pour parler un peu de la situation qui prévaut au sein de la communauté guinéenne. Bien évidemment au sein, c'est-à-dire de mon secrétariat, la gestion des conflits. Donc vous savez, la gestion des conflits ici, c'est-à-dire les 90% des problèmes de la communauté guinéenne reposent sur mon secrétariat, tel que, comme on appelle, le trafic humain qui bat son règne au sein de la communauté guinéenne. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé maintenant, c'est-à-dire au bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, c'est-à-dire que les plaintes, quand il s'agit du trafic humain, de se diriger directement maintenant à la police, ce ne sera jamais traité maintenant au niveau du, comment on appelle, du bureau exécutif. Ce qu'on a beaucoup fait pour la communauté pour que ce trafic-là soit éradiqué, mais il n'arrive pas. Et ça ne fait que multiplier de jour en jour. Donc maintenant et aujourd'hui, vous tous, vous le voyez, tout le monde fait face maintenant à l'Égypte, face à ce trafic humain. C'est cette décision maintenant, c'est d'où vient cette décision maintenant d'éradiquer complètement, c'est-à-dire ce fléau. Comment éradiquer? Mais se diriger directement à la police au lieu du Conseil des Guinéens d'Égypte. D'accord. Merci M. Djibril. Mais nous voulons savoir évidemment comment, parce que c'est vous qui êtes chargé des gestions de conflits au sein du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, comme nous le connaissions déjà. Mais nous voulons savoir comment parvenez-vous à gérer certains conflits au sein de la communauté. Allez-y, M. Barry.
Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, M. Bari, bonjour. Bonjour. Donc là, nous voudrions savoir, quand vous dites maintenant que vous allez rediriger les cas de ces plaintes pareilles au niveau de la police, comment ça se fait exactement? Est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que les gens viennent à votre niveau, après les rediriger vers la police, ou bien c'est vous-même qui allez les envoyer à la police, ou bien vous allez juste leur dire allez-y à la police, nous on s'en occupe plus, on va plus rien faire? D'accord, merci beaucoup, M. Bari. D'abord, le problème de la communauté guinéenne vivant sur le sol égyptien repose sur le bureau du Conseil des Guinéens et ne connaît que nous. Dès qu'il y a un problème lié au trafic humain, quelle que soit la nature du problème, ils appellent directement, c'est-à-dire la communauté, plus particulièrement à ma personne en tant que premier secrétaire chargé à la gestion des conflits. Dès qu'ils m'ont dit ça, automatiquement, c'est moi qui va directement maintenant diligenter directement vers la police tout en les expliquant le pourquoi. Bon, M. Touré, c'est ce que je veux savoir. Vous savez, si tout de suite vous décidez de mettre fin, n'est-ce pas, à ce processus dont vous gérez tant, est-ce que par endroit, je sais que vous faites beaucoup pour la communauté, et l'effort consenti sur le terrain est visible. Mais est-ce que cela ne ressort pas un peu un aveu de faiblesse de la communauté vis-à-vis de cette situation? Ok, c'est pas une faiblesse, monsieur Fadil. C'est juste les faire comprendre parce que pour eux, faire venir quelqu'un ici, appliquer ce trafic-là, c'est un droit. Alors c'est pas un droit, c'est un trafic. Donc quand ils envoient quelqu'un ici, au lieu de traiter à l'amiable entre eux là-bas, venir vers le conseil afin que nous puissions être intermédiaires entre eux jusqu'à ce que le contrat soit fini. Eux pensent que c'est un droit. Ils peuvent le frapper, le mettre dehors, lui faire tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Et ils n'arrivent pas à s'y patienter et rester derrière nous. Et l'administration, c'est une procédure très longue. Ils s'impatientent toujours à cette procédure. Donc maintenant, vu cela, pour les faire comprendre que ce n'est pas un droit, c'est pas, comme on appelle, ils n'ont pas le droit de faire quelqu'un ici. Et ils ne veulent pas rester derrière nous maintenant. Nous allons les diriger directement maintenant vers la police. C'est non seulement les faire comprendre que ce n'est pas leur droit, un, de deux, les faire comprendre que le trafic humain, c'est-à-dire c'est quelque chose que tout le monde est en train de combattre. De ce fait, de façon bien structurée, vous savez, nous sommes avec la communauté qui n'est pas facile. Surtout les femmes. Il y a beaucoup d'illettrés. Celles qui font venir des personnes ici, sur le territoire égyptien, on les a fait venir aussi. Parce que généralement, ça devient comme un cercle vicieux. On m'a fait venir, je travaille, j'économise. Moi aussi, je fais venir quelqu'un pour travailler pour moi. Donc, comme vous l'avez souligné, elles pensent que c'est un droit, donc c'est une activité légale, donc elles n'ont aucune notion en matière. Maintenant, quelle est l'invite, puisque vous êtes en direct, quelle est l'invite que vous leur faites pour qu'elles puissent savoir réellement que la pratique là est nocive, non seulement pour elles, mais aussi condamnée à l'échelle nationale et internationale, pour que la communauté puisse abandonner la pratique. Quelle invite faites-vous? Très bien. D'abord, nous devrons passer d'abord par la sensibilisation, faire comprendre, c'est-à-dire à la communauté guinéenne vivant sur le sol égyptien, que cette pratique est interdite. Bien sûr que, c'est-à-dire, c'est cette pratique qui t'a été, comment on appelle, exploitée avant, c'est-à-dire on t'a fait venir, toi aussi tu veux faire venir quelqu'un, mais tout ça, il est question de te faire savoir que c'est hermétiquement interdit, c'est quelque chose qui est condamnable. Il faut les faire comprendre ça. Si la personne n'arrive pas à comprendre maintenant, c'est-à-dire vous pouvez passer maintenant à la vitesse supérieure, c'est ce qui fut fait. Comme vous ne comprenez pas, quand vous venez vers nous, vous vous impatientez, vous ne comprenez pas, nous allons vous envoyer là-bas. Un seul mot, dire seulement elle m'a fait venir pour travailler, c'est foutu. On ne te demande absolument rien en dehors de cela, parce que c'est quelque chose qui est interdit sur le plan international. Bien, merci M. Touré. Là, on a appris justement qu'au niveau du conseil, au niveau justement de votre secrétariat, pour gérer un conflit, que ce soit un trafic d'êtres humains ou un conflit de nature autre que ce soit ça,
que vous prélevez ou vous demandez à la plaignante de payer une montant de 500 livres, si je me trompe. On ne sait pas si le montant a évolué ou elle est restée intacte. Alors, on voudrait savoir pourquoi ce montant et qu'est-ce que vous en faites de ce montant? Très bien. Chaque société, chaque structure évolue avec des codes éthiques et des règlements intérieurs. Donc, c'est un règlement qu'on a vu nécessaire de mettre en place. Pourquoi? Il faut obligatoirement, partout dans le monde entier, aucune plainte simple écrite, comment on appelle, on ne fait pas une simple écrite en déposant une plainte. Même quand tu vas dans les gendarmeries, la police, en posant une plainte, il y aura toujours quelque chose que tu peux mettre sur ça. Ça, c'est la même mise sur le dossier. C'est la même mise sur le dossier. Parce que nous allons effectuer des appels. Et vous savez, le conseil n'est pas encore rémunéré. Et aussi, nous allons effectuer des déplacements. Nous allons aussi faire des appels jusqu'à ce que la procédure soit finie. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire de mettre, c'est-à-dire de voter un montant que chacun doit payer en posant une plainte. D'accord. De ce fait, monsieur, je sais que le Conseil des Guinéens n'est pas doté d'une ligne budgétaire. Ce que vous faites, c'est un travail de bénévolat. Et en ce qui concerne la somme, vous ne disposez pas un fonds pour faire face à tous ces problèmes-là, à tous ces phénomènes-là, à tous ces fléaux-là. Mais je me suis dit un peu, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de modérer un peu la situation? Ce que je veux dire, quelqu'un qui vient pour porter plainte, vous l'avez dit de payer 500 livres, si c'est le montant ou si ça n'atteint pas ce montant, je ne sais pas. Mais si la personne, après avoir tranché, a raison, est-ce qu'il n'est pas rédevable? Il n'existe pas un principe de rédevabilité. Vous leur restituez ces 500 livres, celui qui a tort paye ce montant. Oui, effectivement, souvent on le fait souvent. C'est-à-dire quand tu viens, par exemple, il y a un contrat, il y a un conflit au niveau du contrat. Là maintenant, tu sais que chaque fin du mois, quand on intervient, chaque fin du mois, c'est-à-dire de mettre la pression, de passer par la voie pacifique, mettre la pression sur la personne, n'est-ce pas, l'accusé, jusqu'à ce qu'il te rembourse. Là, il n'a pas à lui demander de restituer la plainte. Mais si toutefois les deux personnes sentent déchirent, c'est-à-dire s'ils bagarrent entre eux, la personne qui se plaint à l'envoyer 500 livres, et l'accusé n'aura pas raison, c'est-à-dire aura tort, il va restituer, c'est-à-dire les 500 livres de la personne qui s'est plaint. D'accord. D'accord, c'est bien quand même. Maintenant, je tenais juste à vous signaler que par rapport au communiqué que vous avez dit, d'éliminer toute responsabilité et que vous allez maintenant rediriger les gens vers la police, c'est ce qu'on appelle battre le fer par du fer. Mais cette solution, fort malheureusement, a été proposée depuis fort longtemps, ici même en Égypte, au sein de l'ambassade, par un de nos confrères, mais qu'en ce moment, on voyait que le faire, c'était vraiment de l'exagérer. Et qu'au final, maintenant, après que la situation s'est endurée et s'est perdurée et que maintenant c'est devenu, tout le monde est dedans, et là maintenant, on revient avec cette procédure-là. Pensez-vous que ça va marcher exactement à arrêter le fléau, M. Touré? Oui, tout à fait, monsieur. C'est un fléau qui est très très difficile à éradiquer. Très très difficile. Parce que, vu la situation d'ici, les 99%, pour ne pas dire 100%, est impliqué dedans. Donc, un fléau comme ça est très très difficile à combattre. C'est quelque chose qui est très très difficile à combattre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on envisage maintenant avec le président? J'ai dit, comme vous avez interdit, on a interdit cela. Mais il y avait des dossiers, c'est-à-dire des plaintes, des anciennes plaintes qui sont avec moi. Est-ce que ceux-ci aussi font partir ou bien je vais tenir compte de tout? Donc finalement, j'ai dit, ok, puisque ceux-ci ont déjà, comme on appelle, leurs plaintes avec nous, laissez-moi gérer ces anciennes plaintes-là. Les nouvelles plaintes-là maintenant, je peux les diriger vers là-bas. Mais
ce n'est pas une solution, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas une solution de les faire, de les envoyer diriger directement vers la police. Là où je suis comme ça, il y a de cela 2 semaines, je suis en train d'analyser, je parlais avec mon président, en l'occurrence M. Abdallah Sow, par rapport à la situation. Comment peut-on gérer ces conflits sans pour autant faire envoyer nos frères à la police et sans que nous soyons aussi fatigués. Donc nous sommes en train d'analyser, je suis en train d'analyser avec mon équipe, y compris avec le président aussi, comment, c'est-à-dire quelles solutions pouvons-nous envisager afin de pouvoir résoudre ces différents problèmes pour ne pas que ça dégénère. Merci beaucoup, M. Djibril Touré. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et nous vous remercions, toute l'équipe vous remercie très infiniment pour votre brillante intervention. Merci beaucoup. 224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte. Bien, chers téléspectateurs, vous avez bien entendu M. Djibril Touré, le chargé des gestions conflictuelles au sein du Conseil des Guinéens d'Égypte. Et chers chroniqueurs, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention le premier secrétaire en charge de ce secrétariat. Donc, qu'est-ce que vous en pensez réellement selon son intervention? L'intervention de M. Touré est excellente, vous voyez. Mais il y a des choses qu'il faut souligner. Bien. Le Conseil des Guinéens, je ne pense pas si ces gens l'adorent. Ok? Parce que si vous partez la nuit, la journée, vous allez toujours les trouver en activité. Bien. Cela prouve à suffisant que ce sont des personnes qui sont vouées, n'est-ce pas, au service de la communauté, qui ne cessent de faire le maximum possible, de donner quand même un peu de possibilité de résoudre ces différents conflits. Parce que comme c'est qu'il avait souligné au début, le conflit, l'homme n'est avec. Donc même avec toi, tu peux être en conflit. Bien sûr. Donc ceci dit, dire qu'aujourd'hui, de se débarrasser totalement et catégoriquement de la gestion de ce conflit, ça ne va pas être quelque chose qui peut un peu redorer le blason pour la communauté. Mais j'ai été soulagé à travers sa dernière intervention lorsqu'il dit qu'ils sont actuellement en réflexion pour voir ce qu'il faut pour ne pas mettre à la disposition de la police cette situation parce que tout le monde est dans ça. Oui, il l'a précisé. Si vous prenez le pourcentage est extrêmement important. 99% des Guinéens vivant ici sont dans ce fléau-là. Et mais si nous disons tout de suite de mettre ce fléau à la disposition de la police égyptienne, comment notre communauté sera? Il faut signaler aussi que certains compatriotes vivent ici sans papier. Oui, mais sauf que là, eux-mêmes, au sein du conseil, des fois on peut retrouver des gens qui sont dans ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va arrêter quelque chose que toi-même tu fais? Tu n'es pas conscient que c'est néfaste pour la société. Monsieur Miti, laissez-moi vous arracher cette parole. Mais je m'inscris en faux que devant la volonté, rien n'est impossible. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tout de suite là, ils ne peuvent pas brusquement freiner le fléau, mais avec des stratégies et des réflexions bien justes et cohérentes, on peut procéder progressivement à réduire, n'est-ce pas? On est bien d'accord que eux seuls, je le vois quand même petit par rapport aux problématiques. Seulement le bureau du conseil ne peut pas le gérer. Il faut aller au-delà. L'ambassade doit s'impliquer. Plus encore, l'État guinéen doit s'impliquer. J'en avais entendu parler qu'une fois ici au niveau de l'aéroport guinéen, qu'ils ont maintenant interdit les gens d'emprunter, de prendre les vols en direction de l'Égypte, et surtout si c'est des filles seulement en groupe de filles. Et j'en avais entendu parler de cela et qu'il y avait même dit des arrestations et des interrogatoires et tout. Mais cette disposition est tombée dans l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au final. En fait, en Guinée, c'est ça notre problème. On applique quelque chose, on voit que ça marche, mais on ne part pas au bout. Maintenant, les gens, vu qu'ils voient que maintenant ils sont bloqués à Conakry, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller maintenant dans les pays limitrophes et s'embarquer de là-bas. Qu'est-ce qu'on fait au final? Qu'est-ce que la diplomatie guinéenne informe à la diplomatie égyptienne par rapport à ces fléaux, à ces filles qui entrent à l'aéroport ici? Parce que chaque jour que tu pars, tu vas voir qu'il y a une fille qui descend, qui nage. Et que là maintenant, nous, on continue ici en Égypte, à chaque jour, il faut le signaler, il faut le dire, chaque jour qui passe, on est susceptible d'enterrer une de nos sœurs ici. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui. 224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte. Merci d'avoir suivi attentivement ce premier numéro de l'émission
Merci à mes chers chroniqueurs, et il s'agit bien sûr M. Mitibari. Merci. Et merci M. Fadil Kamara. Merci à toute l'équipe de la régie. Et Inch'Allah, nous allons vous livrer une autre actualité et dans le deuxième numéro de l'émission, Inch'Allah. À la prochaine fois. Je vous remercie. Nous vous remercions. 224 TV, la première web TV de la communauté guinéenne et africaine d'Égypte.